Alors, en quels éléments puise la force de fascination du camion sorti en 1977 ? Le fait que le film présente la chambre noire du tournage du film, qui aurait dû être, semble avoir laissé dans l'ombre une partie de ce qui fonde son aura séductrice. Toute la mise en scène du camion travaille selon le motif du contrepoint, au sens où on l'entend en musique. Pour mieux saisir les enjeux qui vont être dépliés dans la suite de ce texte, de ma communication, il est utile d'en repasser par la définition du terme contrepoint. Donc, citation 1, d'après le petit Robert, ce substantif se rapporte à l'art de composer de la musique en superposant des dessins mélodiques. Et par ailleurs, selon une approche figurée, le contrepoint est un motif secondaire qui se superpose à quelque chose. En d'autres termes, la fascination qu'exerce le film trouve sa source dans le fait qu'il puise sa tension intrinsèque dans la mise en relation de deux perspectives indéfectiblement chevillées l'une à l'autre, esthétique et politique. Et cette mise en tension est d'autant plus vive que les deux domaines semblent, dans le même temps, mis sous rature par la mise en scène même du film qui s'en nourrit. Le propos qui vont suivre est donc de déplier ces enjeux. D'abord en interrogeant la visée critique du politique selon Marguerite Duras, à travers la figure de la vieille dame des Yvelines. Ensuite, seconde étape, il s'agira de s'arrêter sur le fait que tout la regarde, cette femme, de toute façon. C'est une citation de Marguerite Duras. Où l'on verra que sous la visée éthique du propos, perce non moins une approche esthétique du personnage, dont une proposition théorique sera formulée en 1992, et ce dans un tout autre contexte, par Georges Didier Huberman dans « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde ». Il semble que la portée politique du camion ait été quelque peu rabattue sur l'enterrement du marxisme par la dame du camion. Cet enterrement ayant été compris le plus souvent comme une forme ultime de rejet du communisme par Duras elle-même. Or, à s'attarder sur deux passages travaillant sur le décalage par reprise du même motif, il est possible de relativiser la critique adressée au marxisme. Je cite les deux passages avant d'en proposer une analyse. Donc, citation numéro 2. Elle dit quoi, la dame ? Elle dit les mots prolétariat, classe ouvrière. Je vous laisse lire la suite. L'autre scène est la plus connue du film sur la question politique. Elle parle, elle dit au chauffeur « Vous êtes du Parti communiste français ?» Il lui dit « Ça ne vous regarde pas. » C'est ça. Je vous laisse la suite. Dans les deux cas, l'ironie qui structure le propos par effet de texte n'est pas anodine. Le « quel progrès » de la première citation, pour parler du progrès, du fait que les exploités connaissent leur exploitation, donc dans le premier fragment cité, peut s'entendre dans un sens, à mon avis, littéral, mais aussi dans un sens par antiphrase, donc ironique. Maintenant, les exploités connaissent leur exploitation, certes, mais cela a-t-il changé véritablement quelque chose pour eux ? Pas vraiment. D'ailleurs, en amont de cette ironie du texte, Marguerite Duras a déjà balisé la trajectoire du personnage féminin en expliquant que, dernier avatar du sauveur, citation numéro 3 donc, 4, dernier avatar du sauveur suprême, lui, le prolétariat, elle l'avait cru. Sacré Dieu, le prolétariat, elle l'avait cru. Personne n'a le droit de mettre en cause la responsabilité du prolétariat, elle l'avait cru. La litanie lancinante du « elle l'avait cru » travaille à prévenir le spectateur que, davantage que Karl Marx, ce qui est fini, c'est surtout la croyance de la dame en l'avenir de la force du prolétariat. De même, le fait qu'elle ait cru dans le prolétariat en tant que sauveur suprême n'est pas fortuit. D'autres, avant Duras, ont analysé le caractère religieux, voire sacré, des théories marxistes de la lutte des classes. Dès 1934, par exemple, Simone Weil pointait ce biais de la pensée du philosophe allemand. Je vous laisse lire la citation numéro 5. De même, il n'est pas accidentel non plus que les propos cités plus haut, sur la fin de Karl Marx et sur le progrès des connaissances du prolétariat, soient tenus dans la chambre noire du film.
non seulement à ce moment-là, le spectateur s'affronte à la superposition filmique de la figure évidée puisqu'absente de la dame et celle de Marguerite Duras racontant la scène. Surtout, la chambre noire devient dans un même temps celle de la création artistique et celle de la refondation politique. En d'autres termes, en ce lieu mouvant qu'est la chambre noire, et là je reprends les propos de Marguerite Duras qu'elle tient à Jean-Pierre Seton dans l'ouvrage, donc dans les entretiens avec Marguerite Duras, où elle dit que la chambre noire, c'est un lieu qui peut se transporter. Donc, dans ce lieu mouvant qu'est la chambre noire, les superpositions entre le personnage de la dame et la figure de Duras s'avèrent possibles, du fait même que Duras se fait littéralement porte-voix de ce personnage en creux du film. À tâtons, en aveugle, dans le noir de la chambre de développement cinématographique qu'est devenu le tournage lui-même, c'est aussi de la révélation, au sens où on parle d'une révélation, d'un révélateur photographique, d'une nouvelle pensée de la question humaine dont il s'agit. Et l'impulsion soudaine surgit des profondeurs inconscientes de la créatrice, autre chambre noire de révélation de l'œuvre évidemment, de ne plus tourner la fiction filmique envisagée, mais plutôt d'en livrer les matériaux de constructions hétéroclites au spectateur, participe là encore de la tension nouée entre les deux gestes, esthétique et politique intrinsèques à l'œuvre. Ainsi, l'éthique de l'art durassien met en travail solidaire les deux paradigmes, alors qu'habituellement, l'écrivain engagé met conventionnellement l'esthétique au service du politique. Cette subordination de l'une par l'autre, rejouant de la sorte, sur le plan de la création, l'exploitation du prolétariat par la machine de production dans le cadre de l'organisation économique. Et là, je rejoins en fait un propos de Jean Cléder, toujours dans son ouvrage, qui dit qu'engager l'image contre l'histoire dans ces années-là, donc dans les années de production du camion, c'est engager le réel contre le récit pour postuler l'émergence d'un sens dépris du langage verbal et des protocoles de la narrativité. Il s'agit donc immédiatement d'un acte politique inassignable à quelque mouvement politique. Donc, ainsi, c'est dans cette perspective, à mon sens, qu'il faut entendre l'injonction de Marguerite Duras, adressée aux cinéastes de la quantité, comme elle les appelle, dans le premier projet des textes de présentation du camion, citation numéro 6, « Ce n'est plus la peine de nous faire le cinéma de l'espoir socialiste, de l'espoir capitaliste, plus la peine de nous faire celui d'une justice à venir, sociale, fiscale, etc. » En effet, à suivre ce principe de création d'un cinéma de, il apparaît que cette façon d'envisager la création se rapporte elle-même à la subordination du médium filmique à un sujet. Ce dernier étant alors considéré, sans que cela soit conceptualisé par les promoteurs de ce genre de cinéma, comme ce dernier étant alors considéré, comme plus important, supérieur au médium lui-même. Ce qui entraîne un appauvrissement de ce dernier dans l'usage, là je souligne, je souligne le terme usage, puisqu'il y a dans ce terme-là aussi un rapport d'exploitation dans l'usage même du terme usage. Par suite, la dénonciation faite de la complicité entre le patronat et le prolétariat, et là c'est donc ma citation suivante, numéro 7, celle de leur peur identique, leur but identique, etc., relance à travers la visée politique même de la dénonciation la mise en parallèle avec la collusion d'intérêts qui se rencontre chez les producteurs de cinéma de la quantité et la masse des spectateurs qui nourrit d'elle-même, la masse des spectateurs qui nourrit la machine de sa propre exploitation contre-créative. Ainsi, dans le camion, esthétique et politique sont intimement nouées. Et là, par rapport à cette question du lien entre l'esthétique et politique,
pense qu'il y aurait un lien à approfondir du côté de ce qu'a dit hier Florence de Chalonge ou même Anne-Hélène Clich, du côté de la question de l'hybridité et du rapport, par exemple, entre... après, on a fait une petite parenthèse avec Anne-Hélène sur les rapports entre... Dans un même texte, on peut en analyser du point de vue du judaïsme ou du point de vue de l'Extrême-Orient, où là, par exemple, on peut nouer esthétique et politique tout en même temps, dans le même geste créateur. Duras, en effet, à travers sa mise en scène, offre 15 ans avant que Lydie Huberman n'écrive « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde », une réponse visuelle en forme de démenti partiel à l'oracle du philosophe, selon lequel, citation numéro 8, « Ce que nous voyons ne vit, à nos yeux, que par ce qui nous regarde. Inéluctable est pourtant la scission qui sépare en nous ce que nous voyons d'avec ce qui nous regarde. » En effet, il est clairement établi par Marguerite Duras dans ses entretiens avec Dominique Noguez que tout la regarde, cette femme, de toute façon, puisqu'elle est sans nationalité, est la scène de la folie. Ainsi, si tout la regarde, c'est parce qu'elle incarne elle-même un regard qui n'est plus scindé entre ce qu'il voit, ce regard, et ce qui le regarde. Bref, on pourrait dire que c'est justement la folie de cette femme qui n'a plus qui ne vit plus la séparation entre ce qu'elle voit et ce qui la regarde. La Dame du Camion, en d'autres termes, personnifie littéralement le lieu de transit même entre l'esthétique et le politique qui traversent chacun à leur façon le film. Elle s'invagine et devient la salle d'échange, comme on le dit d'une salle de gare, entre ces deux registres éthiques intrinsèques au film. Cependant, la figure de la dame, invisible, puisque non incarnée à l'écran, et visible, non moins, à travers la parole durassienne qui lui prête corps et voix, dans La Chambre Noire, fait écho à un autre passage du texte de Lydie Huberman, où la scission du voir opère depuis un autre lieu. Cette scission déplacée, par rapport à la première, se diffracte dès lors dans le film d'un niveau à un autre de sa réception. Non plus donc la scission du voir en tant qu'elle serait interne au personnage féminin du film, notamment dans sa relation avec le conducteur du camion, bien plutôt celle du voir qui s'opère chez le spectateur depuis la mise en scène non représentationnelle proposée par l'écrivaine cinéaste. C'est sur ce point, au moins, que Duras relance par le biais créatif de sa mise en scène, hors catégorie établie, l'analyse proposée par le critique d'art, citation numéro 10, là je vous la lis en entier parce qu'elle est importante. L'acte de voir n'est pas l'acte d'une machine à percevoir le réel en tant que composé d'évidences tautologiques. L'acte de donner à voir n'est pas l'acte de donner des évidences visibles à des pères-dieux qui se saisissent unilatéralement du don visuel pour s'en satisfaire unilatéralement. Donner à voir, c'est toujours inquiéter le voir, dans son acte, dans son sujet. Voir, c'est toujours une opération de sujet, donc une opération refendue, inquiétée, agitée, ouverte. Cette scission, la croyance veut l'ignorer, elle qui s'invente le mythe d'un œil parfait, parfait dans la transcendance et le retard téléologique. La tautologie l'ignore aussi, elle qui s'invente un mythe équivalent de perfection, une perfection inverse, immanente et immédiate dans sa clôture. En ce qui concerne la Dame du Camion, sa capacité à voir le tout, ce tout inscrit partout, tout le temps, citation numéro 11, partout, tout le temps, en même temps, ce tout visible là, devant nous, sur l'écran, là, devant nous, la route, s'origine dans l'opération refendue, inquiétée, agitée, ouverte, décrite par le théoricien. Il s'agit de cette capacité à embrasser le voir que le camionneur représentatif de la figure de la croyance continuée ignore. D'une certaine façon, la figure du conducteur subsume en elle-même
D'une part, l'œil parfait du militant communiste qui croit en la révolution d'eux-mêmes, qu'il métaphorise sous le registre de la tautologie les spectateurs qui prisent le cinéma de la quantité, qui joue, lui, la carte de l'illusion référentielle. Il refuse par avance toute possibilité de son regard à être fendu en deux. La femme, quant à elle, propose une autre capacité du voir. Elle devient la chora, pour reprendre un terme platonicien, le porte-empreinte de toutes les métaphores possibles du déplacement et de la mise en question des savoirs établis. En cela, elle incarne par son absentement même de l'écran toutes les figures possibles de l'inquiétante étrangeté freudienne, aussi bien au niveau esthétique que politique. Sur ce dernier point, elle rejoint notamment la notion le terme de gauche, tel que défini par Dionys Mascolo dans un texte de 55, et c'est la citation numéro 12, et je la passe. En d'autres termes, si le camion du film, comme l'affirme Duras dans La Dame des Yvelines, n'est pas un symbole, mais bien le porteur du récit de tous les cris, et qu'il est donc bien concret, un camion pur, il est à tous les sens du terme, c'est-à-dire dans l'étymologie même du syntagme moyen de transport, métaphora en grec. S'il n'est pas, je vous rappelle qu'en Grèce aujourd'hui encore, les camions portent le terme métaphora de leur côté. S'il n'est pas lui-même une métaphore, il reste cependant le véhicule qui permet aux deux figures métaphoriques de traverser l'écran, comme la scène de l'écriture du livre. Il est intrinsèquement le lieu de tous les transports visuels et de sens, d'un registre à l'autre des genres, littérature, cinéma, d'un régime à l'autre des sens, esthétique, politique, et d'un espace à l'autre du film ou du récit, de la plaine de la Beauce à la Chambre Noire. Et cela par le biais d'une part de la voix narrative et d'autre part de la musique qui opère chacune à leur façon comme un moyen de suture entre les deux espaces, et toujours à travers ce camion et ce qui se passe dans sa cabine. Et là, sur ce point, je rejoins une analyse de Michel Royer, que vous n'avez malheureusement pas dans les citations, puisque c'est une note que je fais dans mon texte, dans un article qu'elle a écrit en anglais et dans lequel elle parle du camion. Pour conclure, il est possible d'affirmer que des constructions esthétiques et politiques s'avèrent solidaires l'une de l'autre dans le camion, celle-ci proposant dans un même mouvement d'engager un rapport autre avec la fonction scopique du spectateur. Et c'est bien là que le geste radical de Duras dérange le spectateur habitué à un certain cinéma, celui de la quantité, pour reprendre le terme de Duras. Bref, pour reprendre une analyse de Youssef Ishakpour sur le cinéma de la nouvelle modernité, je cite, citation numéro 13, « Le désir de l'œuvre veut déloger le spectateur de son lieu, du lieu de son amour pour les images d'illusion. Il lui demande la réciprocité, s'annuler comme spectateur et participer à l'élaboration de l'œuvre, à la fabrication de cette histoire d'amour. Ainsi, cette forme cinématographique, refusant les grosses ficelles des images d'illusion de la caverne platonicienne, entend du même geste offrir au spectateur les moyens d'une compréhension politique des fonctionnements de la production des loisirs de masse, dédiés à l'endormissement des consciences ou, d'après certains, dédiés à procurer du temps de cerveau disponible pour certaines grandes marques. Cependant, pour revenir sur l'idée de contrepoint soulevée en introduction, et selon laquelle ce dernier est un motif secondaire qui se superpose à quelque chose, la tension créatrice orchestrée par l'auteur-réalisatrice entre les deux facettes esthétiques et politiques du film empêche toute possibilité de définir laquelle de ces deux facettes serait secondaire par rapport à l'autre, puisqu'ainsi que l'exprime Vladimir Yankelevitch, citation numéro 14,
Le contrepoint lui-même a une âme, en ceci que le parallélisme de ses voix a été expressément réglé note pour note par une volonté musicienne qui fait chanter ensemble ou converser plusieurs parties mélodiques également expressives. Et pourtant, l'une sur l'autre, brodées dans le colloque vivant de la polyphonie. Bref, les deux facettes du film ne peuvent plus être ni première ni secondaire, mais bien l'une et l'autre en alternance. Et c'est peut-être là, dans le camion, que l'esthétique du contrepoint atteint son point ultime sous la plume caméra duracienne. Je vous remercie.